Spécial confinement. Notez que les épisodes spécial confinement ont été enregistrés dans des circonstances exceptionnelles, chacun chez soi, bien entendu, pour respecter les règles de distanciation sociale, à 4 personnes à distance. Ça demandait certains défis techniques. Et on est revenu un peu dans le passé au niveau de la qualité auditive de nos épisodes. Bien entendu, je pense que pas mal tout est comprenable, la qualité est assez bonne. Il y a des moments où ça va couper un petit peu, on s'en excuse à l'avance et on vous souhaite une bonne écoute quand même. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 7. On continue le spécial confinement. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Salut! Ça va toujours? Ben oui, on est encore là. Confiné à fond la caisse et bien entendu, c'est pas une surprise, mais on est toujours avec le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier, ainsi que l'imminent académicien Sébastien Savard. Bonjour messieurs. Salut! Salut tout le monde! Donc, on continue ça, le spécial confinement. On est là pour, bien entendu, vous faire vivre un bon moment pendant l'isolement volontaire. Peut-être le sera plus volontaire au moment où vous écoutez cet épisode-là. Ce sera à suivre. Mais aussi pour nous faire vivre un bon moment. Donc, on passe notre après-midi confiné à distance à parler de jeux et à sortir tout ça de notre système. Avant de se lancer dans les sujets là, du jour, comme on fait habituellement dans ce genre d'épisode, on va faire un petit tour d'actualité ludique. Et comme à l'habitude, JF, je te lance la balle. Oui, l'actualité ludique, ça va être rapide, tout est annulé. Fait que, voilà, c'est fait. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était supposé être le bénévole ludique, hein? Ben, c'est ça, hein, notre spécial, trois épisodes d'un coup, c'est un plan B, en fait. Plan B pour remplacer ces événements-là. Mais écoute, juste parler un petit peu justement d'événements. En ce moment, on a un petit peu un flou là, sur ce qui va se passer cet été. On sait, Gen Con, ça s'en vient, c'est début août. Il y a aussi Origin, un petit peu avant, qui a lieu en juin. Donc, tous ces événements-là, en ce moment, ils sont encore planifiés, tout est beau. Est-ce que ça va être le cas dans quelques semaines? Est-ce que ces événements vont vraiment avoir lieu? On va rester au courant, en tout cas, on va jeter un œil assez proche à ces événements. Mais une chose est sûre, c'est ça, au Québec, ça aurait été le plateau d'or qui est annulé. Il y a aussi les jabs qui ont été annulés par rapport à ça. On est heureux que ce soit arrivé juste après Montréal Joue, le confinement, parce que ça aurait beaucoup chamboulé le festival qui a quand même duré 2 semaines. Mais c'est ça au niveau des activités. En tout cas, on regarde, on jette un œil là, proche à ce qui se passe à ce niveau-là, puis on vous tient au courant à savoir si ils vont avoir lieu ou si finalement la ville va être en chaos à ce moment-là. Oui, mais peut-être que Montréal Joue, ça a été ça qui a propagé le virus partout, là. Ils disent là, que la semaine de relâche était trop de bonheur là, par rapport à ce qui se passe partout. Fait que clairement, Montréal Joue a tué le Québec. Ben, c'est une bonne nouvelle, les gens sont allés, ça veut dire. Il y avait du monde. J'aime bien cette théorie que Montréal Joue a favorisé à propager le COVID-19. Bien entendu, on va les taguer, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire à ça pour leur défense. Oui, ben c'est ça. Hein, moi, je pense que vous pouvez faire une croix sur tous vos événements jusqu'en juillet. C'est mon point de vue. Je suis pas un virologue spécialisé, mais bon, ayez peu d'espoir d'ici là. Sylvain, t'as peut-être joué un petit jeu quand même malgré tout pendant ce temps-là? Ouais. D'abord, je veux juste revenir, ça me fait plaisir d'être toujours votre plan B. Ben ouais, le plan B par excellence, Sylvain.
Ah, JF, t'as pas bien présenté ça, là. Le mec, là, et... Whoopsie. En tout cas, peut-être qu'à un moment donné, plan A. Mais t'es toujours notre temps pour les Poké Games, tu sais. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Toujours. Ben, sauf la fois là, où quelqu'un avait annulé, là, puis on était allé voir Sylvain, puis... En tout cas... Puis l'autre fois, ou sur Twitch, en tout cas. Bref, moi, en fait, je vais parler de deux jeux que je joue beaucoup en ligne ces temps-ci, étant donné que je suis confiné et que je veux jouer à des jeux un peu pour me changer les idées. Il y a deux jeux auxquels j'ai beaucoup joué, puis c'est pas en solo, c'est avec d'autres personnes. Il y en a un premier, c'est Dominion, sur le site dominion.games. Le jeu est là, le jeu de base est gratuit, accessible, et si on veut jouer avec des extensions, il y a un petit frais mensuel qu'on peut payer pour avoir soit la moitié des extensions, soit la totale. Dominion a toujours été un jeu que j'aime bien depuis qu'il est sorti, puis ma copine elle aime aussi, et comme on est présent dans deux pays différents, c'est un petit jeu qu'on arrive à jouer ensemble. Comme les parties sont rapides, on peut en faire plusieurs. Donc, il y a ça que je joue ces temps-ci. Donc, pas une nouveauté, mais c'est bien agréable. Puis le deuxième que Excuse-moi Sylvain, je me demandais, là, tu parlais de Dominion, un site web là, vraiment qui est dédié à Dominion seulement. Est-ce que l'interface et tout ça, est-ce que c'est vraiment bien fait? Oui, c'est vraiment bien fait. C'est super, super slick. Là. Le seul truc que je peux pas faire, et je sais pas pourquoi, c'est que je peux pas regarder dans ma défausse. Parce que. Mais pour le reste, là, ça roule tout seul, c'est clair, c'est facile à prendre en main. Non, j'aime beaucoup comment ils ont fait. Ok, cool, merci. Donc, ça fait des parties très rapides, parce que le deck se brasse tout seul. Hein. Oh, ils ont réglé le problème de Dominion, en fait, en le mettant sur un ordi. C'est ça. On fait des games en 10 minutes, 15 minutes. Là. Puis l'autre jeu que je joue beaucoup en ligne, c'est Codenames, avec des amis en vidéoconférence. Il existe en fait sur Internet. Et là, je sais pas à quel point c'est légal ce que je raconte, mais plusieurs sites web qui ont fait des versions de Codenames que tu peux jouer gratuitement en ligne. Je connais au moins 3 sites web différents qui le font. C'est pas des sites web habituels, le Board Game Arena ou autre, c'est vraiment des sites que c'est juste ça, genre. Genre, tu vas là-dessus, tu joues à Codenames, c'est tout. C'est ça. Puis il y en a de différentes qualités, si on veut. Il y en a un où il faut que quand une équipe dit on appuie sur tel mot, tout le monde doit appuyer dessus pour que ça nous valide que c'est effectivement un mot bleu ou un mot rouge ou un blanc là. Mais il y en a d'autres où quand un joueur clique sur un mot, ça le valide pour tout le monde. Donc c'est ça. C'est super bien fait, c'est agréable, c'est pas très compliqué à prendre en main, puis ça permet de jouer comme qu'on est normal, là, jusqu'à 6, peut-être 8, c'est beaucoup, mais on joue les games, c'est bien, bien cool. Voilà, c'est ça que j'ai joué récemment. Très cool. Ben, justement, on parlait la semaine dernière. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, là, est-ce qu'on enregistre vraiment 3 épisodes de suite? Vous pouvez être sûr que c'est pas vrai. Là. Mais on parlait la semaine dernière que les éditeurs vont devoir s'adapter. Est-ce qu'ils vont commencer à sortir des jeux qui se jouent sur Twitch comme c'est le cas dans l'industrie du jeu vidéo? On parlait aussi que les plateformes se multiplient. Donc là, on voit justement des plateformes totalement inconnues qui sortent un jeu, un rip-off de Codename, ce genre de choses-là, on va en voir de plus en plus. Moi, un phénomène qui m'a particulièrement intéressé dans les dernières semaines, c'est de voir les éditeurs de jeux, les distributeurs de jeux qui sortent mais soit des versions justement print and play de leur jeu ou des espèces de versions que tu peux télécharger, jouer en PDF, qui te donnent des trucs pour jouer à ces jeux. Mais le truc qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est Stonemaier Game a sorti un petit roll and write, un petit jeu de crayon imprimable hein, qui se joue avec quelques dés, je pense que c'est avec 2 dés, chaque 2 dés seulement. Et ça s'appelle Rolling Realm. Donc on va le mettre en lien bien entendu dans la description de l'épisode et c'est un roll and write dans lequel au début de la partie tu as comme 9 plateaux si on veut, un peu à la Dominion, donc on va choisir seulement certains plateaux sur lesquels on va jouer, donc on en choisit 3 sur 9 et les plateaux c'est tous des jeux de Stonemaier Game, donc on va jouer
Tapestry Roll and Write, Sight Roll and Write, Viticulture Roll and Write. C'est tous des mini jeux. On roule un dé et on coche quelque chose sur une case en fonction du nombre de dés qui a été du nombre qui a été roulé sur le dé. Donc Rolling Realm, il est déjà rendu à la 4e version depuis le début de la crise, et là ça, on enregistre ça dans le passé, donc peut-être même il est rendu à la 6e en ce moment, parce que moi j'ai joué à la version 3 et là la version 4 est déjà sortie une journée plus tard. Donc est-ce qu'on va voir justement les éditeurs qui vont se lancer dans des mini-productions print and play juste pour garder leur marché actif, garder leur communauté, se garder dans la tête de leur communauté, montrer qu'ils sont compatissants dans la crise, qu'ils veulent aider les gens. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va voir de ça. Donc moi, je voulais vous parler de Rolling Realms. Et Sébastien? Ouais, moi de mon bord, peut-être que je pourrais parler du dernier jeu que j'ai fait en groupe, là, parce que effectivement, moi avec sinon je vais tomber dans le mot interdit de jeux vidéo. Là. J'ai joué à Seven Continents. Oh! J'ai joué au Stack, j'ai rencontré Marie-Soleil Parizeau, elle avait ce jeu-là, puis elle a dit comment on habite proche, let's go. Quand même intéressant comme jeu. On a parlé aussi un petit peu dans la semaine passée, là. C'est un épisode différent, j'ai même pas le même linge. Le fait qu'on pouvait jouer solo à des jeux, que le jeu coop, des fois ça ressemblait à un jeu solo. Dans Seven Continents, on est là-dedans. Là. Je pense qu'à 3 ou 4 joueurs, là, ça devient même peut-être un peu pénible, genre de devoir à chaque fois justifier pourquoi qu'on va à gauche plutôt qu'à droite. Moi, le feeling que j'ai eu, c'est un livre dont vous êtes le héros sur les stéroïdes. Vraiment bien fait, plein de bonnes idées. La liste des actions est assez impressionnante. Au début, tu te dis il y en a peut-être trop, mais finalement, il y en a rarement plus que 2 à la fois, fait que ça revient pas mal au même. C'est juste que narrativement, il fallait qu'il y en ait beaucoup là, pour ressembler à un jeu de rôle. Là. Grimper, sauter. Il y en a même un, c'est déféquer. Tu peux manger des fruits, là, puis là, tu ne sais pas s'ils sont empoisonnés ou non. Puis là, tu as une icône là, d'un gars qui est assis, là, puis qui a mal au ventre. Ça nous a fait bien rire. C'est impressionnant. C'est une action, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez ingénieux. Il y a beaucoup de cartes. Tu te rends compte, c'est pas pour rien, je pense que le jeu est cher. Là. C'est toutes des petites cartes carrées là, qui fit dans aucune sleeve là, que je connais ou que j'ai chez nous. Mais reste que c'est quand même une expérience narrative le fun parce que moi, j'aime pas ça vraiment lire d'habitude dans les jeux. Avec un livre dont vous êtes le héros, là, moi, quand je vois une page de texte, je regarde en bas, ok, il y a 3 choix, puis j'en prends un, là, puis je lis même pas ce qui se passe. Fait que tu sais, ton live, Simon, que tu veux faire, il m'intéresse fuck all. En fait, moi, je suis très sceptique. Au moins, c'est honnête, hein? Au moins, c'est honnête. En fait, je suis sceptique beaucoup, moi, de ce mode de jeu-là. Là. Les livres dont vous êtes le héros, je suis convaincu que ça a un attrait nostalgique là, assez le fun. Moi aussi, j'ai passé par là, puis je me rappelle avoir eu des bons souvenirs là-dessus. Mais je pense que c'est le genre de truc qui doit rester un souvenir, là, comme Atmosphere ou comme d'autres jeux là, de notre enfance là, qui nous ont marqué. Là, tu parles de ça, mais moi, quand je parle de livres dont vous êtes le héros, je parle de on va dire, mettons, des fictions interactives, mais modernes. Hein? Comme Loup solitaire était le Monopoly de notre jeunesse, eh bien, maintenant, c'est un monde qui a évolué de façon incroyable, les fictions interactives. Hein? Tu fais bien de le préciser, parce qu'en fait, c'était ça mon point, parce que je pense qu'il y a vraiment il y a beaucoup de trucs qui se sont faits depuis ce temps-là. Là. Il y a beaucoup de trucs qui sont comme des graphic novels ou des trucs en ligne là, aussi. Là. Juste dans le jeu vidéo, là, il y en a vraiment énormément. Là. La culture au Japon, c'est assez intense. Moi, ça m'approche pas particulièrement. Là. Je disais déjà que je tripais ces roguelikes là, qui est comme à l'opposé. Je suis plus un gars de chiffres. Mais tout ça pour dire que effectivement, en fait, quand j'en ai contre les livres dont vous êtes les héros, c'est justement parce qu'on idolâtrise peut-être un médium qui a évolué. On oublie ce qui s'est fait par après au profit de les vieux Steve Jackson, genre qui sont à mon sens pas toujours intéressants. Ouais, mais c'est un bon point, c'est une bonne nuance que tu apportes. Puis la dernière fois, j'avais pas vraiment mentionné exactement ce détail-là. Pour moi, les nouveaux types
de fiction interactive sont beaucoup plus intéressantes que les anciennes. On va avoir des histoires qui sont vraiment dynamiques, sans nécessairement que ce soit on va dire le one true path, là, donc d'essayer de trouver vraiment le chemin qui va t'amener à un endroit. C'est vraiment plus une fiction interactive, donc c'est pas le but de résoudre une situation, mais juste d'explorer les différentes possibilités dans le scénario, là. Puis j'imagine que t'es pas dans le format livre non plus. T'es peut-être plus en web browser ou quelque chose comme ça. Ouais, exact. Ben, la plupart des fictions interactives que j'ai jouées récemment, je les ai toutes jouées sur Android. Donc il y a une compagnie qui s'appelle Choice of Game qui en fait des excellents. En fait, il y a une série d'ailleurs de 5 livres sur les qui m'a fasciné complètement. Je suis sur le point de la recommencer d'ailleurs là, prochainement. C'est une série sur les super-héros, mais c'est probablement de tout univers fictif confondu, l'univers sur les super-héros que j'ai le plus apprécié, toutes catégories confondues, là. Ben, je pense qu'il y a un potentiel à ne pas voir que c'est un livre, ne pas voir les fils en arrière, là, cette espèce de magie-là. Là, quand tu le sais pas que ton choix, c'était pas vraiment un choix, mais quand tu le sais pas, ça a un bon feeling pareil. Effectivement, tandis que c'est dans vrai. le format livre, là, on fait comme ok, je vais revenir au premier paragraphe. Ouais, c'est plus difficile de. Ouais, c'est vrai. Non, le jeu vidéo cache un peu la mécanique derrière, puis ça rend le processus plus fluide, mais plus définitif aussi, là. Bon, ben, je retire ce que j'ai dit. Je vais te regarder probablement ton stream. D'abord, ça a l'air très intéressant. Yes! Parce que j'ai eu du fun quand même à Seven Continent aussi. Fait que j'ai vu comme il y avait un attrait là-dessus. Fait que j'ai joué à ça, j'ai aimé. J'ai pas fini ma campagne pour les raisons qu'on sait. Mais voilà mon actualité. Cool, ben c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, que j'entends vraiment parler, mais que très peu de gens que je connais ont joué en fait. Ah! Donc, ben, j'étais content d'en savoir plus. On va se lancer sans plus tarder dans les sujets du jour. Encore une fois, les gens apportent des sujets. On n'a aucune idée de ce qu'ils vont nous parler ou presque. Et la personne qui apporte le sujet va animer, si on veut, la discussion comme elle le veut. On va essayer de garder le format quand même réaliste. Comme vous savez, on enregistre 3 épisodes de suite ou non. Mais on va quand même essayer de garder ça le plus organisé possible. Et je vais laisser JF se lancer sans plus tarder sur les systèmes de jeu. Oui, alors oui, aujourd'hui je voulais parler de jeu Game System parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé, si vous vous rappelez, dans les premiers épisodes de la saison, lorsqu'on était au Stack Academy. Les Et Wargames! Les Wargames, et ça m'a marqué parce que c'était un concept qui revenait, dans le fond, chez tous nos intervenants, de parler de système de jeu. On a même vu un auteur d'un wargame qui est maintenant devenu un développeur, qui a développé un système de jeu et devient développeur pour la compagnie, pour son système, pour appuyer d'autres auteurs qui créent un jeu avec son système. Donc, ça m'a marqué parce que je suis comme, est-ce qu'il y a des systèmes de jeu comme ça dans le jeu de société? Pourquoi on en parle autant dans le jeu, dans le wargame et on en parle si peu dans le jeu de société que c'est même presque pas un concept qu'on utilise ou un terme qu'on utilise très souvent. Donc j'ai un peu, j'aime ça qu'on parle un peu là. J'ai quelques questions comme ça, puis vous me donnerez vos points de vue par rapport à ça. Mais ma première observation, c'est ça, c'est que c'était un concept qui vient, pas qui vient, mais dans le fond, qui est plus présent dans les jeux, dans les wargames. Donc, c'est quoi, pourquoi, selon moi, ce concept se distingue et prend une place plus importante dans les wargames? Ben, dans le fond, ça va être une question pour vous tous. Donc, pourquoi vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs dans un premier cas avec cette prémisse et dans un deuxième cas, si oui, pourquoi, qu'est-ce qui distingue là, la différence entre le wargame et le board game qui fait que c'est présent. Donc, la première chose que j'ai fait, ben, c'est regarder c'est quoi les game systems en wargame et ben, je me suis arrêté sur un parce que c'est un qui est plutôt connu et qui est assez connu même chez les board gamers, c'est le système de jeu, la Coin Series. Donc, c'est une série de jeux, mais c'est aussi un game system parce que ces jeux, on sait que quand on joue à un Coin Series, on s'attend à des choses précises. Donc, on s'attend à une mécanique de cartes, bon, c'est un jeu essentiellement dirigé là, par les cartes. Et on s'attend aussi à avoir un deck commun et que les cartes qu'on va piger de ce deck-là va un peu orienter le tour de jeu et aussi les décisions qu'on va pouvoir prendre relatifs à nos actions
proposé selon la carte. C'est aussi un système qui est extrêmement basé sur le fait historique. Donc, c'est un système qui est modulable selon la thématique qu'on veut utiliser. On peut le mettre dans une thématique, mais on peut le mettre dans une autre thématique et qui va bien marcher. Par contre, la Coin Series, ça vient de Counter-Insurgency, donc de différents événements historiques. Donc, Counter-Insurgency, une contre-révolution, si on veut. Et donc ça met déjà un peu la table à quel type de jeu on va retrouver dans ce système-là. Donc, quand on parle d'un Coin Series, on a en tête déjà un peu la mécanique principale de jeu. On sait à quoi on va s'attendre au niveau d'une mécanique de jeu. On sait aussi qu'on va s'attendre à une thématique qui est forte, qui est présente avec les cartes, une thématique qui est très basée sur la réalité, donc une réalité historique, mais principalement basée sur des conflits mondiaux. Donc, c'est tout ça. Quand je dis un terme, je pense à la Coin Series, je pense à tout ça en même temps. Et tout ça, pour moi, fait partie d'un ensemble de systèmes. On a vu Marco aussi arriver avec une mécanique qui est relativement similaire à ce qu'on connaît, mais qui amène une petite twist différente. C'est encore un jeu dirigé par les cartes, mais où les événements vont arriver un peu différemment. Et là, tout d'un coup, avec ça, ce qui fait en sorte que lui, son jeu est populaire, mais qu'il a réussi à se faire éditer, c'est qu'il a amené pas juste un jeu intéressant, mais un nouveau game system. Donc, ça permet à l'entreprise à l'éditeur de pas juste éditer un jeu, mais de prendre, après l'idée de ce premier jeu-là, et d'essayer de l'appliquer sur d'autres jeux. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est moins présent en jeu de société. Peut-être que je vous laisserai commencer à parler. Là, j'ai d'autres questions sur lesquelles je vais embarquer après, mais est-ce que vous voyez que c'est quelque chose de plus commun dans le wargame que dans le jeu de société? Est-ce que vous croyez qu'il y en a autant dans le jeu de société? Peut-être, je sais pas, Simon, tu as une opinion là-dessus? Ouais, effectivement, dans le jeu de table, c'est pas très populaire, les systèmes de jeu. Par contre, on va utiliser beaucoup le terme mécanique et on va reprendre des mécaniques, réutiliser des mécaniques, reprendre des mécaniques beaucoup, sans nécessairement les systématiser. Un autre domaine dans lequel il y a beaucoup et énormément de systèmes, c'est le jeu de rôle. Tu parles du jeu de wargame. J'ai l'impression que dans le jeu de rôle, on va encore plus avoir cet aspect de système-là. Tu as des systèmes qui te permettent de jouer des scénarios fantastiques, des scénarios sci-fi, des scénarios modernes. Donc le côté système-là te permet de t'adapter vraiment à plusieurs modèles. J'ai de la difficulté à expliquer pourquoi il y a cette réalité-là, en fait. Je vais laisser les autres se prononcer là-dessus. Par contre, je voulais juste mentionner, à Balado Ludique, on parle pas souvent de ce qu'on fait à l'extérieur de Balado Ludique, mais nous sommes auteurs d'un système qui s'appelle l'écosystème et qui permet de créer plus rapidement des jeux de table en temps réel. Et ce que ce système-là fait, en fait, c'est qu'il met à la disposition des créateurs, des auteurs, un array, une gamme de mécaniques précises pour gérer certaines interactions en temps réel. Et je trouve que c'est là l'intérêt d'avoir un système de jeu, c'est de faciliter et d'accélérer le travail de développement et de création. Ouais, ben super bon point. Je vais revenir un petit peu plus précisément tantôt, mais c'est les autres. Oui. Ben, pour répondre aussi un petit peu à ton questionnement par rapport au jeu de rôle, Donjon Dragon est un bel exemple pour le système des vins qui est arrivé autour des années 2000. Puis c'était d'un point de vue de laisser les gens arriver avec leur propre contenu. Fait qu'ils ont toujours comme la game license là, officielle. Ils vont se garder du matériel pour eux autres là, avec des trademarks de monstres que tu peux pas utiliser. Mais ils vont laisser le système ouvert pour que d'autres personnes fassent des produits compatibles avec Donjons et Dragons. Comme ça, ben, ça permet à des personnes d'arriver avec des joueurs
qui savent déjà jouer à un jeu en particulier et eux vont vendre un produit qui va leur permettre de vendre ça directement à ces joueurs-là. Puis d'un autre point de vue, la compagnie qui ouvre son système, elle rajoute des produits qui peuvent être compatibles avec sa gamme. Fait qu'il y a une espèce de relation de gagnant-gagnant à ce niveau-là. Fait que du moins, dans le jeu de rôle, avec le gros géant de Donjons Dragons, clairement, ce système-là fonctionne parce que d'année en année, ils le refont avec le danger qu'une compagnie comme Paizo arrive puis ils font une gamme de produits compatibles et viennent peut-être damer le pion un petit peu puis être plus populaires que la compagnie d'origine. Mais ça reste quand même une anecdote là, dans la pratique là, par rapport à ça. Quand on parle quand on parle de système, je dois avouer que j'ai pas tellement de wargame de jouer. J'ai malheureusement été très peu présent dans les stacks. Marc Guénette, je suis désolé. Le démon, le mangeur de techniciens, de cannibales, Belzébuth en personne. Une chance que je l'ai, c'est tout lui qui m'a tout montré. C'est ça, c'est vraiment c'est le spécialiste pour te faire découvrir l'univers des wargames. Mais c'est ça, moi, juste pour donner une idée, mon expérience, c'est 1960, Making of a President, Kennedy contre Nixon en français, qui est un card-driven. Je dois avouer que j'avais beaucoup apprécié ce système-là quand j'avais joué, puis c'est par la suite que j'ai compris en fait que c'était pas. En fait, un système, pour moi, c'est quelque part entre une mécanique et... c'est comme une mécanique plus, je sais pas comment le définir. C'est une façon de voir comment le jeu va être construit. C'est plus large qu'une mécanique, mais ça reste quand même au cœur, c'est une façon de faire tourner le jeu. Mais ça m'a amené, on parlait de jeu de rôle, moi, à GURPS, qui est un système de jeu de rôle. C'est un acronyme, en fait, pour Generic Universal Role Playing System. Puis tout ça, ça m'amène à une plus grande réflexion plus large. Qu'en est-il des droits d'auteur par rapport au système dans les wargames? Parce que pour les jeux de rôle, ben, tu crées ton système de jeu de rôle, puis après, tu peux y appliquer la thématique que tu veux. Donc, Donjon Dragon, c'est du médiéval fantastique qui a été appliqué, mais ce système des vins peut être ensuite utilisé pour autre chose. Mais dans le cas du wargame, est-ce que vous savez si par exemple, on va parler des coins, est-ce que c'est détenu par une compagnie ou c'est tout le monde qui peut utiliser ce système-là? C'est une question que j'ouvre parce que je suis vraiment peu connaisseur. Je suis intéressé par la réponse aussi. J'aime mieux m'exprimer quand c'est des sujets que je maîtrise mieux. Les coins sont vraiment intéressants, par exemple, là, mais moi, tout ce que j'ai vu, c'était GMT qui avait la marque dessus. En fait, ça appartient à GMT, effectivement, et même que la plupart des coins sont tous designés par le même auteur qui est Volko Ruhnke. Donc, tu sais, c'est comme, oui, c'est un game system, sauf que c'est comme un auteur qui a un peu sa marque de commerce. Est-ce qu'on pourrait dire que mettons Uwe Rosenberg, tous ces jeux ils utilisent le système que je sais pas c'est quoi le nom, mais qui est toujours un peu le même système qui est réinventé à chaque fois là. Ouais, c'est ça. Ben ensuite tu peux avoir une patte particulière d'un auteur, mais quand c'est vraiment un système, parce que tu sais, par exemple, on reconnaît un Rainer Knizia souvent à certaines particularités, des petits twists et des trucs comme ça, mais il n'y a pas un système Knizia dans le jeu de société. Non, effectivement, dans le jeu de société, c'est pas quelque chose qui est... Puis en fait, j'arrive pas encore à m'expliquer pourquoi. Peut-être parce que la plupart des jeux de société, et là j'essaie juste de brainstormer, je suis pas certain de détenir la réponse, là. Mais tu sais, quand je pense, mettons, au Coin Series ou tout ça, c'est que c'est toujours dans le but de faire vivre une histoire précise aux joueurs. Donc de faire vivre telle révolution, de faire vivre un combat de vaisseau spatial, de faire vivre telle chose, alors que dans le jeu de table, souvent ça va être de faire vivre une certaine expérience et pas nécessairement de... Je sais pas, c'est difficile à cerner, mais j'ai l'impression que le fait que la Coin Series, on en parle, c'est que elle peut être déclinée sur plein d'événements historiques qui
sont tous un peu similaires, ont tous des patterns similaires, mettons? Ben, écoute, moi, j'ai aussi une piste là, de réponse à ça. Euh, pour- Pourquoi c'est plus présent dans les wargames et dans les ce qu'on peut dire? Ben, moi, ce que je vois, c'est quoi pourquoi le joueur joue à un jeu de rôle, pourquoi le joueur joue à un wargame, pourquoi le joueur joue à un jeu de société. On s'entend que dans la plupart des cas, les gens qui jouent à des wargames, ce qui les intéresse, c'est oui, le jeu, jouer à un bon jeu avec des bonnes mécaniques, tout ça, mais c'est de vivre une expérience qui est une expérience généralement militaire, politique, sociopolitique, et Historique. qui historique et qui, ben c'est ça, qui met en scène des événements historiques réels qui sont basés sur des événements historiques réels. Donc, tu as une notion d'histoire qui est super importante dans le wargame. Et c'est, à mon avis, ça, c'est une des raisons qui fait en sorte que t'as pas besoin, tu sais, dans le jeu de société, on dirait que t'es toujours obligé d'avoir une nouvelle mécanique. Toujours obligé d'aller plus loin, d'amener quelque chose, une petite twist de différent, de révolutionner un peu ce qui existe en termes de mécanique, de pousser la limite de ce qui existe, donc d'innover toujours à ce niveau-là. Alors que dans le wargame, pas que les systèmes n'évoluent pas, au contraire, il y en a souvent des nouveaux, puis ça évolue. Par contre, le centre du jeu, c'est plus à comment les mécaniques de jeu, donc le game system, réussit à faire valoir l'expérience que les joueurs sont venus chercher, c'est-à-dire une expérience qui est plus historique qu'elle est mécanique ou basée sur la compréhension Mm. mécanique du système de jeu actuel. Leur plaisir à eux, c'est de découvrir la thématique par le jeu plutôt qu'à découvrir le game system par le jeu. Donc, dans un premier temps, ça permet plus facilement de rentrer dans un jeu parce qu'une fois que tu connais ce système-là, c'est plus facile de jouer à d'autres jeux avec le même système. Mais ça te permet d'avoir une expérience complètement différente parce que la thématique, elle est complètement différente et ces mécaniques en soi vont être relatives à la thématique. Mais en fait, t'as mentionné un point, puis ça m'a comme fait une genre d'illumination. Au début, je parlais d'un système qui rendait le travail du designer plus simple. Ce qui est vrai d'une certaine façon, mais en réalité, quand on pense, mettons, à un Coin Series, là, combien il y a de règles de pages, tu penses, dans un Coin Series? Il y en a beaucoup. C'est écrit petit aussi. C'est On est écrit dans les petit, 40, il y en a j'imagine. beaucoup. Ouais, mais tu sais, Ça, 40 là. pages, tu sais, pas avec des pages complètes avec des exemples, des beaux Non, graphiques pis non, tout, des là, tu pages à la sais, GMT bien compactes bien et peu compact. Quand on d'illustrations. pense à un jeu de rôle, tu sais, un manuel de jeu de rôle, là, on en a pour 300 pages, puis après, t'as tous les manuels, tu sais, secondaires, additionnels qui se rajoutent. Et là, ça m'a comme fait cliquer, puis je suis en train de lire la description de la Coin Series, et ils disent là-dedans, OK, la Coin Series, c'est un système, blabla, vous jouez à un jeu, ben directement après, vous venez d'apprendre un jeu qui est vraiment massif, là, on s'entend, là. Mais directement après avoir joué un Coin Series, bang, tu prends un autre Coin Series et tu peux rentrer dans le jeu vraiment rapidement. Mm. Il y aura les petites particularités, mais essentiellement, le jeu va être le même. Donc, ça facilite beaucoup euh, l'entrée dans des jeux qui sont très difficiles. Si à chaque fois, ils devaient réinventer un 40 pages, 50 pages de règles, eh bien, à chaque fois, ça devient peut-être très lourd pour les joueurs. Donc, j'avais comme pas envisagé ce Mm. truc-là, puis je trouvais que ça faisait du sens. Ah, puis dans les jeux de rôle aussi, la même chose. Puis pour moi, les deux, c'est un peu... leur objectif est un peu le même, c'est-à-dire c'est de faire vivre une histoire précise aux joueurs. C'est un peu basé sur l'immersion. Alors que pour moi, quand les joueurs de jeux de société sont là pour découvrir, ils sont pas là pour une thématique, ils sont là pour n'importe quelle thématique, ils sont prêts à découvrir n'importe quoi et euh, en fait, ce qu'ils veulent découvrir, c'est pas tant juste la thématique, mais c'est aussi les mécaniques de jeu. Donc, en tant que joueur, en tout cas moi, en tant que joueur de jeux de société, oui, je suis à la recherche de thématiques qui m'intéressent, mais je suis aussi à la recherche de jeux. La thématique m'intéressera peut-être pas, mais si je vois qu'il y a une mécanique vraiment originale qui sort de l'ordinaire, je vais être vraiment intéressé à jouer et je peux aimer le jeu même si je n'aime pas la thématique parce que c'est au bout du compte, c'est mon plaisir, il est aussi mécanique, il est aussi à me casser la tête avec le système, à comprendre le système, à pouvoir le rejouer
m'améliorer et à mieux comprendre ce système-là. Mais quand je joue à un autre jeu, j'ai un autre système complètement, puis je dois penser complètement différemment. Donc, c'est un peu dans l'essence, à mon sens. Euh, ben, tantôt, tu l'as bien mentionné hein, quand tu parlais du écosystème. Dans le fond, pour moi, c'est ça que propose un game system. C'est un ensemble de mécaniques euh, un peu fixes qui utilisent donc des concepts déjà connus qu'on va pouvoir juste, on va dire, OK, ben, dans ce type de jeu-là, quand on se déplace, généralement, c'est on fait telle action. Dans tel type de jeu, dans tel type de mécanique, quand on fait telle action, ben, tel type d'action, on fait tel type de mécanique. Donc, tout ça, c'est un ensemble de mécaniques qui est fourni, qui fait en sorte que, ben, justement, tu as toutes les bases pour jouer au jeu. Après ça, ça va être juste le contenu. Ce ne sera pas tant le contenant que tu vas devoir apprendre, mais ça va être le contenu réellement qui va faire la différence d'un jeu à l'autre, même s'ils utilisent le même système. Pendant que tu discutais de ça, j'ai essayé de réfléchir un peu. Est-ce que dans le jeu de société, on a un peu cette même chose? Puis j'ai vu deux trucs. Il y en a peut-être d'autres qui pourraient se rapprocher à des systèmes. J'ai pensé d'abord à Unlock. Ouais. Parce, parce qu'au final, tu sais, tous les scénarios ont chacun leur petit twist, mais le cœur du jeu, c'est tout le temps le même fonctionnement. Quand tu prends un nouveau Unlock en main, tu n'as pas besoin de relire la règle, tu n'as pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu as toutes les bases nécessaires pour pouvoir jouer. Puis les scénarios sont faits par des personnes différentes, mais tout le temps par la même maison d'édition. Donc, d'une certaine façon, on pourrait voir Unlock comme un système de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'il y en a des systèmes de jeu dans le jeu de société. C'est juste qu'on en parle un petit peu moins. Ouais. Et c'est peut-être un petit peu moins commun, mais en effet, t'en es un bon exemple. Parce que souvent, moi, les exemples que j'avais en tête, j'étais comme, ah, ben, mettons le Crossroads system de Dead of Winter. Je suis comme, ah, ben, ça pourrait être un game system. En même temps, il n'y a aucun autre jeu qui l'utilise. Fait que, t'en es-tu un? Ah, ok, Unlock, ben oui, bon, c'est la même compagnie. Il n'y a pas d'autres compagnies qui se sont mis à l'utiliser, mais ça reste quand tu fais 12, 20, je sais pas, ils sont rendus à combien de jeux, là, mais 14 jeux avec la même mécanique, grosso modo. On s'entend qu'il y a certains unlock là, qui ont des petites mécaniques de plus, où il y a des trucs qui changent un peu dans le gameplay, mais généralement, la est tout le temps la même. L'autre que j'ai vu, c'est les LCG. Moi, je joue à Arkham, hein, Arkham Horror, Ouais. Puis, tu sais, c'est toujours la même base, là. Quand on achète un nouveau pack de scénarios et tout ça, c'est tout le temps la même base qui est là, mais à chaque scénario, ils vont aller chercher des petits trucs différents. Mais ton cœur, la façon que le jeu fonctionne reste la même. Puis tu peux jouer n'importe quel pack dans n'importe quel ordre. Tu sais, tu peux faire comme nous, on le fait, c'est-à-dire qu'on joue vraiment dans l'ordre pour faire tous les scénarios et tout ça. Mais tu peux vraiment jouer le truc de façon déconstruite. Puis, ce système-là est issu d'un autre jeu du même auteur qui est Lord of the Ring. Donc, d'une certaine façon, on a là un système, c'est juste qu'on l'a pas nommé particulièrement système. En tout cas, c'est pas les deux exemples qui me sont venus à l'esprit quand j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'on a des façons de faire fonctionner un jeu qu'on peut voir répliquer et qui a une notion de je connais déjà le jeu, donc mon apprentissage du nouveau va être réduit d'énormément. C'est peut-être l'impression que j'ai, peut-être par rapport au système Coin, de ce que vous en expliquez. Moi, j'aurais peut-être rajouté Colon de Catane là-dessus. Colon de Catane, il y a une version Game of Thrones. Fait que, tu sais, on reprend peut-être le système de Catane. Pandémie, on en a sorti quelques-uns, je pense aussi. Un à Rome, je crois, que j'ai pas essayé. Fait que je pense qu'on pourrait quand même voir ça, un parallèle là-dessus. Sinon, Munchkin est peut-être plus clair, mais souvent, c'est des extensions d'un même jeu. C'est plus des DLC d'un même système, genre. Fait que je pense pas que... La différence entre, mettons, une franchise puis un game system aussi, elle est floue parce que pour moi, Pandémie, c'est une franchise, mais en même temps, quand tu regardes tous les jeux Pandémie, ils ont tous le même un peu système de jeu. Quand tu ouvres un Legacy, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Même quand tu ouvres un ROM, là, donc la version ROM de Pandémie, ben oui, ok, il y a une autre thématique, sauf que tu sais là, que tu vas avoir un paquet de cartes, tu sais que tu vas avoir des cartes, des mauvaises cartes dans ce paquet-là. Tout un ensemble de mécaniques que tu sais qui vont être dans le jeu. Parce que où la pandémie dans Rome, je pense que ça... C'est les barbares. Ouais, c'est ça. Fait que, maintenant, c'est comme ils n'ont pas pensé que
Le terme allait être problématique peut-être plus tard. Là. Ouais, c'est ça. Sinon, peut-être Monopoly puis risque, mais tu sais, c'est de l'estampillage, peut-être un peu plus dans le cas de Monopoly. Risque, tu sais, t'as joué à un risque, t'as peut-être joué à tous les risques, peut-être que quelqu'un pourrait soumettre un risque quelque chose. Je le conseille peut-être pas, là. C'est pas un super système précis, mais. Voilà, ça réfléchit. Donc, tout ça pour dire que oui, on peut en nommer quelques-uns. J'aimerais aussi rajouter celui qu'on a parlé un peu du système de jeu solo, les automates là, rajoutés dans les jeux plus récemment. Euh, mais c'est ça. C'est quoi la différence entre un système de jeu? C'est quoi la différence entre une mécanique de jeu? Elle est où la ligne? Tout ça est pas très clair, mais ça reste que même si c'est un terme qui n'est pas utilisé beaucoup dans le jeu de société, on voit que c'est présent et que ça existe. Et je pense qu'il faut juste les nommer. Il faut juste le savoir, le dire. Peut-être que c'est un concept plus utilisé, déjà plus pertinent ou connu dans le dans le wargame, mais dans le jeu de société, je pense qu'il y en a aussi. Et c'est peut-être quelque chose qui va se développer de plus en plus dans les prochaines années, selon moi. Ben, je veux pas être vilain, là, JF, sauf que un système, là, à la base, là, c'est un gros truc de nerd. Quand même. Fait que, tu sais, dans le fond, le fait que ce soit les wargamers, les role-players qui s'appellent ça des systèmes, puis qui ont des versions de systèmes, pis tout ça, c'est un peu de la branlette de nerd, tu sais, au final. Dans les jeux de table, j'ai l'impression juste que, vu que le public est pas exactement aussi niché, ben c'est comme, ils vont pas acheter le jeu à cause que ça a tel système de jeu, tu sais, c'est pas un attrait, là, faudrait développer ça, le branding des systèmes, là. Ben, Munchkin a vraiment rendu beaucoup, tu sais. Puis... Ouais, mais Munchkin, tu sais, on parlait des gros trucs de nerd pis tout, là. Ah, c'est vrai. Oui, donc, ben oui, encore une fois, vraiment un bon sujet qu'on... Peut-être un peu plus méconnu, justement, on savait pas exactement tout ce qu'il y avait à savoir, mais c'est intéressant de continuer d'explorer ça, je pense, pour le futur, encore une fois. On va passer tout de suite au prochain sujet. Le ludologue va nous parler de contrat social par rapport au jeu, j'imagine, là. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas sans savoir, mais c'est pas tout le monde qui sait, j'ai une formation aussi en sciences politiques. Et donc, j'aimerais explorer avec vous un peu une vision de politologue du jeu de société. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un peu des trucs, puis je vous fais confiance pour qu'on roule ça ensemble comme sujet. Donc, le contrat social, là, je vais devoir faire un petit peu. Le contrat social, c'est l'idée, en fait, que la société et l'État sont issus d'un contrat entre les humains. C'est une vision de la société et de la politique qui est relativement récente dans l'histoire humaine, qui est en fait qui a été en fait développée principalement par trois penseurs, même s'il y a beaucoup plus de gens qui ont réfléchi. Rousseau, peut-être que vous avez déjà entendu parler, Hobbes et Locke. Donc, les trois ont amené des façons particulières de voir le contrat social dans sa relation État-société. Là, vous allez vous dire, mais de quoi il parle? Où est-ce qu'il s'en va avec ça? What the fuck? Ben, en fait, c'est parce que quand on joue à un jeu de société, qu'on s'assoit, on se soumet excuse-moi, tous... Sylvain, on a perdu un peu ta dernière phrase. Je vais te laisser la reprendre. Quand on s'assoit tous autour de la table pour jouer à un jeu de société, on admet tous, au moment de commencer la partie, qu'on va se soumettre à un ensemble de règles, de contraintes, de normes. En société, c'est la même chose. Comment est-ce que notre société fonctionne? Elle fonctionne parce qu'on se soumet tous à un certain nombre de contraintes, de règles, de normes. Ces règles-là sont définies par la Constitution, par exemple, par les lois, mais aussi par des mœurs, par des choses qui sont correctes de faire et pas correctes, sans être non plus des choses qui sont légiférées. Tu sais, quand on joue à un jeu de société, c'est un peu la même chose, à plus petite échelle.
En fait, on se retrouve autour de la table, on prend des règles et on dit, bon, ben, maintenant, pour la prochaine heure, ce qui va se passer autour de la table va être contenu euh, dans les règles qui sont contenues dans le petit livret à côté de nous. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on accepte de tous s'y soumettre pour faire fonctionner le jeu. Donc, on a tous, à un certain degré, accepté de laisser une partie de notre liberté pour pouvoir ensemble faire le jeu. Je sais pas si vous me suivez. Est-ce que je suis clair jusqu'à présent? Ben, tu parles un peu de, j'imagine, là, pas nécessairement de la notion de cercle magique, mais la notion que on accepte que pendant quelques temps, on ne sera pas soumis aux règles habituelles et qu'on va devoir respecter les nouvelles règles. Exact, c'est ça. Le cercle magique est un concept qui est proche. C'est l'idée de, on rentre tous, on est proche j'ai juste été en anglais, le suspension of disbelief, là. Cette idée qu'on est prêt à admettre qu'on rentre dans un univers différent, là. C'est un phénomène dans les films, par exemple, où on accepte que ce qui se passe à l'écran, ça fait aucun sens, mais on embarque quand même dans l'histoire. Puis on prend pour acquis que ce qui est vrai, entre guillemets, ce qui se passe à l'écran. Ben, dans l'idée du contrat social, c'est cette idée que on va tous respecter les règles de jeu quand on s'assoit. Vous êtes d'accord? Quand on se joue à un jeu, tout le monde dit, ben voici les règles. Donc, à mon tour, la ça, règle... ça va dépendre. Là. On aurait peut-être dû parler de ça après le prochain sujet qui est riche. Ouais, ben justement, va nous dire à quel point il triche tout le temps. Fait que... Oh, ouais, spoilez-nous pas, là. On est d'accord qu'en général, on s'entend pour jouer aux règles de jeu, là. Ça va être magique. On va y arriver à la triche, justement. Simon pourra nous partager tous ces trucs de triche, là. Mais l'idée, en fait, c'est ce que je veux dire par là, c'est que quand arrive mon tour, par exemple, la règle dit qu'il faut que je lance un dé, ben je vais lancer un dé. Si je le fais pas, si je décide que non, je lancerai pas les dés, ben je vais à l'encontre du contrat social qu'on vient d'établir. J'arrête de faire fonctionner le jeu qu'on est en train de jouer. Puis ça, c'est juste un petit truc, ça pourrait être sur n'importe quel autre élément. Si je refuse, dans le fond, d'appliquer les règles, je refuse de participer au jeu, je refuse de participer à notre contrat autour de la table. Et à ce moment-là, ben, arrivent des options de soit tu t'en vas, parce que dans le fond, tu joues pas, tu participes pas au truc, soit tu te soumets, soit, ben, à force de discussion et de négociation, les joueurs arrivent à s'entendre sur une règle alternative. Puis en politique, c'est un peu la même chose. Lorsqu'il y a un conflit qui émerge, il y a, dans le fond, deux grandes façons de résoudre le conflit. Soit, ben, on y va de façon coercitive, on te soumet, on dit, regarde, c'est comme ça maintenant que ça se passe, puis tu te tais. Et l'autre option, c'est on y va par consensus, on discute et on trouve un terrain d'entente. Je sais que ça fait très théorique tout ça, là, mais on va essayer d'aller dans du un peu plus concret. Une société, ça fonctionne selon des normes. Il y a deux grands types de normes, des normes formelles, les lois finalement. Tu sais, c'est écrit genre tu vas pas voler des trucs parce que c'est pas correct. Hein. Puis tu as des normes informelles qui sont des mœurs. Tu sais, par exemple, genre, ben, si quelqu'un est en train de transporter une valise, ben, proposer ton aide, c'est cool, tu sais. Mais il y a pas une loi qui dit, genre, vous devez obligatoirement aider quelqu'un qui a une grosse valise dans les escaliers. C'est comme quelque chose qui est bien vu de faire, par exemple. Donc, autour d'un jeu de société, on a un peu cette même chose-là. On a des règles de jeu qui sont nos lois, nos normes formelles, mais il y a plein de choses qui ne sont pas couvertes par les règles qui sont informelles, tu sais. Par exemple, là, on peut rentrer sur le cas de la triche. Par exemple, il y a très peu de jeux, si ce n'est, il n'y a aucun jeu qui va dire, genre, vous n'avez pas le droit de tricher dans ces règles. Par contre, tout le monde s'entend autour de la table que ce serait cool de pas tricher pour que le jeu tourne. Donc, je sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça. Je sais pas si ça vous amène des idées de Ouais, normes. moi, j'ai deux points importants, mais le premier, je pense, est le plus... Celui qui m'est arrivé le plus souvent et qui demande le plus de réflexion, c'est, on s'entend, on joue à un jeu la plupart du temps pour avoir du plaisir. Ok, ça fait partie de ça, le contrat social.
On s'installe autour d'une table, on joue à un jeu. Oui, on va peut-être se taper sur la gueule, on va se faire chier le temps qu'on joue, mais après ça, on est encore amis, on a accepté qu'on allait vivre cette expérience-là. Par contre, des fois, ça arrive qu'à la moitié d'un jeu, il y a un joueur ou quelqu'un qui n'aime plus le jeu, n'aime pas ça, n'a aucun plaisir à jouer. D'un côté, si on arrête la partie est gâchée pour tout le monde, on ne pourra jamais la terminer. D'un autre côté, si on la continue, ben il y a un joueur probablement qui est pas en train de s'amuser, mais en plus ça va peut-être affecter l'expérience de tous les autres joueurs. Est-ce que mais on s'entend que quand on s'assoit autour d'une table, on se commet, on signe non officiellement un contrat social qui dit je m'engage à jouer cette partie avec vous et à voir qu'est-ce que ça va nous apporter. Donc je sais pas si vous avez une façon de gérer ça habituellement. Nous, en général, c'est toujours un peu variable, mais dans les conventions de jeu, dès qu'on est dans un endroit là, plus longtemps que 2-3 heures avec les mêmes personnes et qu'on va jouer beaucoup de parties dans le moins de temps possible, là, dès qu'il y a une personne qui ne s'amuse pas à un jeu, moi je propose automatiquement qu'on arrête la partie. On n'a aucune raison de continuer à jouer. Ceux qui ont aimé ça, au pire, recommencez-en de nouvelles, mais on n'a aucune raison de continuer à jouer dans ces circonstances-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis là, on relève beaucoup plus des mœurs, des normes informelles, parce qu'il y a pas, il y a jamais une règle de jeu qui va dire genre si à mi-partie vous avez pas de plaisir, voici ce que vous devez faire. Donc c'est vraiment c'est aux joueurs de comme presque limite renégocier leur contrat comme tu le mentionnes. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que la notion du plaisir est très importante, mais il faut aussi que les joueurs s'entendent, entre guillemets, au départ. Pourquoi est-ce qu'on joue au jeu? Pour le plaisir? D'accord, mais c'est quoi ton plaisir dans le jeu? Est-ce que ton plaisir, c'est genre de maximiser le truc, quitte à piétiner tout le monde puis à être le plus salaud possible? Ou bien ton plaisir, c'est vraiment plus d'avoir de l'interaction sociale avec les gens puis de rigoler ensemble, puis le jeu, entre guillemets, à côté est plus un prétexte pour rigoler. Puis ça, c'est super important lorsque tu vas jouer avec du monde, de savoir un peu qu'est-ce qu'ils recherchent dans le jeu. C'est pour ça que d'une certaine façon, naturellement, tu vas trouver des partenaires de jeu avec qui ça va bien cliquer parce que vous avez un peu le même objectif final, donc votre contrat social est beaucoup plus facile à établir. Je vais ouvrir, je vais laisser les autres discuter un peu là, mais voyez un peu tout ce que je veux entendre par ça. Là. Ouais, moi, en fait, j'ai le mot Ameritrash dans la tête quand tu parles, parce que c'est ce genre de jeu-là où est-ce qu'à la moitié de la partie, quelqu'un peut vraiment n'arracher. Puis souvent, moi, dans l'explication des règles, là, je suis généreux là-dessus. Je joue beaucoup à Dune ces temps-ci, puis Dune, c'est un cas particulier. Puis je leur dis que là, on s'engage dans quelque chose qui est long. Ça se peut que vous n'arrachiez toute la partie. Surtout votre première partie. Partie qui peut durer 4 heures parfois. Fait qu'il faut que vous essayiez de garder le sourire tout le long. J'avertis que ça peut faire mal à l'ego, mais la plupart du temps, ça va bien parce que comme tu l'as souligné, je m'entoure de gens qui connaissent cette espèce de contrat social-là, comme tu l'appelles. Fait que je pense que ça, je le sais parce que c'est par expérience du passé où est-ce qu'un nouveau joueur arrive et c'est pas clair. C'était à Game of Thrones, puis finalement, on n'a jamais fini la partie parce que c'était soit du rage quit, soit du kingmaking, soit du d'abord je fais n'importe quoi, puis ça gâche la partie de tout. Fait que ça rejoint beaucoup ce que vous avez dit, là. Je me reconnais beaucoup, mais ça m'arrive pas mal plus dans la Ameritrash. Mais ça, je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui ont été déçus des jeux et qui gardent une distance par rapport aux jeux. Je dis des joueurs, mais des gens qui ont joué à des jeux et qui s'attendaient pas à ce que l'expérience de jeu soit dans une certaine direction et que ça les a comme un peu dégoûtés. Donc, le contrat social, entre guillemets, n'a pas été clairement établi au départ. Voici ce qui va se passer en gros. Puis la personne embarquée dedans, puis elle s'est rendue compte que c'était pas du tout pour elle. Là. Puis ça, c'est dommage, entre guillemets, parce que ça fait que ensuite, t'as pas trop envie de jouer à d'autres jeux. Là. Ah non, tu l'as perdu. Mais est-ce qu'on peut s'entendre sur une convention sociale, justement, qui devrait être que ce qui se passe dans le jeu se passe seulement dans le jeu, tu sais, comme est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir dans un jeu? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? J'ai un exemple précis en tête que je peux vous
vous relater. En fait, c'est le jeu Illuminati. Je sais pas si c'est quand même un vieux jeu qu'on n'a pas souvent parlé. On est justement dans le l'Ameritrash Munchkin-esque où on s'envoie un peu, on fait chier tout le monde, puis là, un joueur est sur le point de gagner, tout le monde le bâche. Après ça, un autre joueur est sur le point de gagner, tout le monde le bâche. Donc beaucoup de discussions, d'espèces d'enculage, comme on pourrait dire. Et on jouait une partie, ça joue jusqu'à 7 joueurs, c'est des parties d'1h30, 2 heures. Je jouais à ça avec ma femme et 5 autres personnes. Puis on était alliés. On était alliés et jusqu'à la toute fin où j'avais la chance de gagner seul. Et si c'est 7 joueurs, hein, fait que ton tour revient pas souvent à 7 joueurs, c'est des tours qui sont quand même longs et tout ça. Et si tu gagnes pas quand tu peux gagner dans Illuminati, il y a des bonnes chances que tu gagnes jamais. Donc j'ai décidé de gagner à ce moment-là. Et ça fait 10 ans, cette anecdote-là, que c'est arrivé. Et j'en entends encore parler de la fois où je l'avais trahi à Illuminati. D'ailleurs, c'est un jeu qu'on n'a plus et que je n'ai jamais rejoué après ça. Donc, mais c'est ça, d'avoir le fait que si j'attaque quelqu'un, c'est vraiment juste dans le jeu, tu sais. Ben là, tu pousses ça là, pour te défendre, là, parce que c'est pas ta seule histoire de trahison où les gens t'en parlent encore, genre, ça fait plus que 10 ans, fait que... Je sais pas, je te laisserai gérer tes problèmes, là. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que et c'est pour ça que les jeux de confrontation, tu parlais des Ameritrash et tout ça, j'ai beaucoup de problèmes avec ces jeux-là parce que c'est des jeux où tu vas nuire directement à quelqu'un, alors que dans le fond, au final, tu fais juste ce que tu as à faire dans le jeu. Mais à cause que tu as décidé d'attaquer une personne, ça va te suivre longtemps. En fait, c'est des jeux auxquels on ne joue tout simplement plus dans notre groupe, des jeux d'attaque, des jeux de confrontation, parce que ça virait toujours un peu mal, puis c'était tout le temps, mais là, pourquoi tu m'attaques lui, pourquoi tu n'attaques pas l'autre, puis là, c'est toujours ce genre de choses-là qui revenait, alors qu'au final, ben, je faisais juste mon rôle de joueur, je voulais pas que ça devienne une charge émotive vraiment trop grande pour que je puisse pas attaquer quelqu'un sans me sentir mal, là. Ouais, puis je suis d'accord, là, avec le fait que les Ameritrash ont tendance à plus générer ça. Là, on parle surtout des jeux de confrontation. Je- dans la plupart des expériences de jeux de confrontation que j'ai, surtout quand on est plus que 4 joueurs, il y a toujours une ou deux personnes là, qui a une mauvaise partie, puis que ça va pas, puis que c'est difficile. Fait que t'espères que ce joueur-là, c'est une personne qui adore le jeu. Parce que si elle adore le jeu, ça ne dérangera pas. Tu sais, j'ai fait une partie avec quelqu'un qui possédait Food Chain Magnet et oh my god, il s'est fait défoncer, là. Mais comme jamais, là. Tu sais, il y avait peut-être 20 points alors que tout le monde en avait 200 là, à la fin. Là. Mais il a adoré ça. Tu sais. Moi, si ça avait été moi, ma première partie d'un nouveau jeu, puis je fais 20 points, je me dis, OK, j'ai chié ma game, mais c'est un peu plate comme expérience. J'aurais probablement trouvé ça plus difficile d'apprécier ça. Donc, ben là, c'est même pas un Ameritrash. Hein, donc, c'est tous les jeux qui offrent une expérience difficile, ben surtout des longs jeux, un jeu de plus de 2 heures, qui vont te mettre dans une situation où tu pourrais te retrouver derrière et jamais pouvoir remonter l'échelle. Ça pousse certaines personnes à briser ce contrat social-là, je pense. J'essaie de pas le briser le plus possible, mais il y a des jeux qui c'est plus fort que moi. Ben là, ce que moi j'ai retenu de ça, c'est que si vous jouez à Dune avec Sébastien Savard, votre stratégie c'est d'être contre lui tout le temps. Peu importe ce qu'il fait, vous êtes contre lui. Peu importe ce qu'il veut faire, vous êtes contre lui. Il adore le jeu. Et au moins, ça sera pas vous qui va être dans le bas fond en train de se faire éclater pendant 4 heures. Ça va être lui. Je suis un bon perdant. Ça sort un petit peu du truc, mais c'est vrai que dans les jeux de confrontation, ce qui va aussi arriver, c'est que c'est le joueur qui a le plus d'expérience qui va se faire tirer dessus par les autres. Hein. Je sais pas si c'est votre cas à vous, mais moi, j'ai un truc tout con, mais Loup-Garou, j'y jouais genre au secondaire, puis ça m'a suivi longtemps. Mais après, comme j'animais le jeu et tout, quand j'essayais d'embarquer sur une partie, je me faisais flinguer dès la première nuit parce que le monde avait trop peur. C'est poche. Pour être sûr que tu joues jamais, là. Donc, t'as une espèce d'effet de OK, lui, il connaît le jeu, donc c'est lui le plus dangereux. Ouais. Pas forcément vrai, là. C'est pas forcément toi qui es plus dangereux. Tu sais, peut-être que tu fais un bien le jeu, mais t'es pas forcément ultra bon au jeu, ou tu tentes des trucs que tu sais qui sont moins payants, mais t'as envie d'essayer ça.
Mais ça, c'est du genre de méta-gaming parce que tu joues avec la réalité, mais tu l'appliques justement au contrat social qui est pas supposé d'inclure ça, mais forcément, ça l'inclut. Mais c'est aussi, pour moi, c'est comme un peu différent parce que c'est pas la même chose. C'est, dans le fond, ça s'installe juste avec des gens que tu connais, là, généralement. Tu sais, puis tu as joué plusieurs parties. Tu sais, quand tu joues avec des gens random sur Internet ou en convention que tu connais pas, ça arrivera pas nécessairement. C'est celui qui explique le jeu. Ouais, exact. Ouais. C'est vrai. Mais, T'as cette mais, position-là. mais ce que tu as dit est intéressant aussi, c'est que, tu sais, oui, on a un contrat social, on joue au jeu, on se soumet tous, mais il y a quand même une vie en dehors de ça aussi. Tu sais, Simon qui dit ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu. Ça reste quand même très difficile à appliquer parce que on voyait dans les jeux où tu peux être fourbe, sournois et tout ça, et que tu l'es vraiment à fond dans un jeu, parce que c'est ça que le jeu te demande de faire, puis que t'embarques à fond. Les autres après vont peut-être se dire, hey, le gars, il réussit à nous la faire à l'envers, puis pas à peu près, tu sais, dans la vie de tous les jours, il est comment? Ben Ouais, ouais, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Là, tu joues à un jeu pour ça reflète expérimenter. ton type de joueur reflète ton type de personnalité, hein. Fait que vous savez à quoi vous attendre si vous jouez à des jeux d'alliance avec Simon. Non, c'est pas à De cause que je t'ai raconter une trahi. histoire de trahison qui s'est passée dans, tu sais, dans 10 ans, il va raconter ça, là. Fait que, C'est pas à cause que j'ai trahi quelqu'un dans une partie de diplomatie que je vais le trahir dans une autre partie de diplomatie. Les parties sont pas reliées ensemble, là, sont indépendantes l'une de l'autre. C'est des petits univers parallèles. non, mais on sait que tu peux trahir. Mais non, mais là, c'est ça le jeu, là. Il faut trahir dans le jeu. Et c'est ça, des fois, c'est que moi, j'ai toujours vu que c'est pas nécessairement le jeu, une partie de toi va dans le jeu, mais c'est plutôt que le jeu t'amène à vivre des expériences que tu ne vivrais pas nécessairement dans la vie et à expérimenter des choses sans en subir les conséquences. Mais là, quand quelqu'un te reparle à Noël que tu l'as trahi à diplomatie 10 ans plus tard, là, ben là, t'en subis les conséquences chaque jour, là. Ouais, surtout quand c'est ta femme. Ouais, là, c'était mon frère, en fait, mais bon. Ah oui, la diplomatie, oui. Donc, sa femme, son frère, en tout cas. Ouais, c'est ça, exact. Ça fait... Mais ouais, ça fait une chance qu'il y a une grande famille, là. Puis, tout le monde comme ça. après ça découle tout de ta vision de comment ça fonctionne. Tu sais, si on retourne à un cadre social, tu sais, quelqu'un qui commet un crime, est-ce que une fois qu'il a fait sa peine en prison, est-ce qu'on peut lui pardonner ou on va toujours se méfier de lui par la suite? Puis c'est un peu ça aussi dans les jeux à un certain degré avec ce que tu racontes, Simon. Pour toi, ben, ça s'est passé, voilà, c'est arrivé, mais ça veut pas, le passé n'est pas garant de l'avenir. Alors que il y en a d'autres, ben, si tu as fait ça, tu peux toujours le refaire. Donc, à quel point est-ce qu'on peut te faire confiance? Puis ça, c'est des questions vraiment de comment est-ce qu'on envisage le fonctionnement de notre société et comment est-ce qu'on considère que l'individu agit dans cette société, comment est-ce que la société fonctionne avec cet individu. Rapidement, tu sais, Thomas Hobbes, ce qu'il dit, c'est l'être humain par nature, il est mauvais, dangereux. La société est là pour le contrôler, puis assurer la sécurité de tous ses membres. Et s'il y a un membre qui devient une menace, il faut le retirer, tu sais. Mais ça, c'est une vision. Puis il n'y en a pas une qui prime sur l'autre. Malheureusement, c'est des façons de concevoir la société et ça se reflète aussi dans les jeux. Comme on le voit, il y a Simon qui se défend encore aujourd'hui que ce qu'il a fait, c'était purement c'est dans le jeu, puis il est pas de même dans la vraie vie. Mais ça le suit quand même. Hein. Effectivement, ça me suit quand même. Et là, c'est dommage parce que le prochain sujet va probablement pas aider ma réputation. Non, non, non. Ouais, tout à fait. Ben, on aurait dû le placer avant. Mais... Ben, en fait, on va faire le pont avec ça, justement. À moins que quelqu'un ait autre chose à ajouter, je sais pas. Hein? On te laisse faire la transition, Sylvain. Il y a une grande question à mon sens par rapport à tout ça. C'est, comme je disais, dans la société, on a des règles sur ceux qui trichent, sur ceux qui commettent des crimes, dans le fond, qui dépassent les limites dont qu'on s'est collectivement entendu que c'était la limite, elle est là. Tu tues personne, t'as pas le droit de tuer, voilà. Dans un jeu de société, il y a pas une seule règle dans les livrets ou très 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 rarement, il va falloir qu'on sorte des exemples parce que j'en ai pas, où on dit genre tricher, t'as pas le droit, mais tout le monde s'entend que ça va être ça. Mais ensuite, qu'est-ce qu'est la triche?
Et ça, c'est une question super intéressante. Puis je vais laisser Simon prendre la relève là-dessus. C'est quoi la triche pour lui? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire après. Ben là, merci beaucoup pour ce sujet intellectuel quand même assez relevé. Là, je pense que ça va prendre, encore une fois, comme tous les sujets qu'on a apportés dans ce confinement, beaucoup d'autres séances de discussion pour continuer de les approfondir, continuer de raffiner les théories là-dessus. Je ne prétends pas aujourd'hui répondre à qu'est-ce que la triche, mais on va parler effectivement de triche dans le jeu. Et ben, Sylvain, peut-être que lui pourra nous éclairer sur qu'est-ce que la triche, mais on va commencer ça comme suit. Donc, la triche dans le jeu de société, et même dans le jeu en général. Moi, quand j'étais jeune, je jouais à des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y avait des cheats. C'était cool, les cheats. Il y avait plein de modes de cheats. Tu pouvais activer tous les personnages d'un coup. Même qu'à un certain moment, ils ont sorti quelque chose qui s'appelait le Game Shark. La Game Shark. Oui. Il y avait ça au Nintendo, même au NES, ça s'appelait le Game Genie. Tu mettais ta cassette là-dedans, c'était un adapteur pour ta cassette, tu mettais ça dans ta console et tu avais un livre avec plein de codes que tu pouvais faire, plein de cheats que tu pouvais activer, vie infinie, plus de balles, des grosses têtes, tous les personnages, tout ce que tu voulais. Donc la triche, là, ça c'était une triche commerciale, institutionnalisée. T'achetais le module pour tricher. Donc, tricher, ça date... oui, ok, bon, bien entendu, les gens trichent depuis vraiment longtemps. Je ne vais pas dire que ça date pas de guerre, mais la triche, tout le monde a triché ici. Vous avez toutes fait des cheats. Toutes fait des cheats sur votre console. Mais je recule un peu plus loin. Quand j'étais jeune et je jouais aux cartes avec mes grands-parents, je me rappelle que mon grand-père, il se faisait tout le temps accuser de tricher aux cartes. Est-ce qu'il trichait pour de vrai? Est-ce qu'il trichait pas? Je le sais pas, mais il se faisait tout le temps accuser de tricher. Mais tout le temps, là, fait que c'était systématique, les vieux jouaient aux cartes, puis ils trichaient. C'était connu. Donc, est-ce qu'ils trichaient pour de vrai? Est-ce qu'ils trichaient pour de vrai? Moi, je pense qu'il y en avait quand même quelques-uns qui trichaient pour de vrai. Et là, ma chronique aujourd'hui, c'est pas de parler est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, tout ça. Moi, je vis dans un autre monde. En fait, c'est de vous apprendre comment bien tricher. Donc, je pense que ça va être je pense que ça va être pas pire. Ah ouais, ça va vraiment aider ta réputation. Ouais, c'est ça, exact. Le but, c'est pas de tricher de manière frénétique là, pour gagner par 200 points. Vous allez vous faire pogner ben trop vite. C'est juste de se donner un petit edge. De se donner là, une petite variante, quelque chose comme ça. Si en fait t'es sûr de pas gagner, triche pas. Ça vaut pas la peine parce que tu vas devenir un suspect. Tu peux faire de la petite tricherie de pratique, là, expérimenter des techniques, tout ça, mais essaye pas de tricher pour gagner. Rappelez-vous un dicton très important, une victoire sans tricher n'est pas vraiment une victoire. Le point le plus important de la... On peut avoir la source de cette C'est citation? magique. C'est une citation. On va Citation de continuer. Sponge du On va Trône. continuer. Je comprends quand même l'attrait. Oh Continue. my God. La chose la plus importante dans la tricherie, surtout dans les jeux de table, c'est de ne pas se faire prendre. J'ai lu des centaines de commentaires sur BGG comment les gens gèrent les tricheurs. Ça va de on lui coupe les mains à on y parle plus jamais, mais 99% du temps, ça résulte dans le fait que vous ne pourrez plus jouer avec ces gens-là, ils vont plus vous inviter à jouer. Donc, éviter de vous faire prendre, c'est vraiment la chose la plus importante. Par contre, tricher, c'est... Et là, vous disiez que mes citations viennent de nulle part. On va y aller avec une citation de Sun Tzu, donc qui a écrit L'art de la guerre, c'est pas rien, mais on va y aller en anglais. All warfare is based on deception. Donc, tout acte de guerre, si on veut, tout acte militaire et tout ça, est basé sur la perfidie. Comment on dit ça? Deception en français? Je dirais tromperie, peut-être? Ouais, la tromperie, exactement. Donc, penser un peu à l'extérieur de la boîte ne peut que vous aider. D'ailleurs, rappelez-vous d'une chose, tricher demande un sang-froid à toute épreuve dans un jeu de table. La première fois que vous allez tricher, là, laissez-moi vous dire, vous allez être nerveux, vous allez avoir le shake, vous allez dire, les mains moites, tout le monde le sait, je suis en train de tricher, la sueur perle sur mon front. Mais avec le temps, vous allez vous endurcir et vous allez devenir de mieux en mieux. Là, tu compares. Attends une seconde. Là. Tu compares jouer à un jeu de société à un chat, tu me dis?
À un champ de bataille, désolé, je crois qu'on a perdu un petit peu. Ouais, un champ de bataille. Ben, oui, exactement, bien entendu, la plupart du temps, c'est ça le concept, là. Ben, ça, c'est selon une vision de réalité. Ouais, très arrêté. Écoutez, C'est de la... je m'adresse aux gens qui veulent gagner et qui veulent apprendre à bien tricher, là. Si vous, vous préférez vivre dans un monde où tout le monde respecte les règles, puis on s'amuse, puis il y a des licornes, puis tout, ben, c'est votre choix, hein, c'est votre choix. Moi, je suis là pour ceux qui sont intéressés, là. On parlait Euh, pas justement du plaisir comme finalité du jeu. oui, mais le plaisir, on s'entend, on va le C'est redire. subjectif. Ah ouais. C'est subjectif. Une victoire sans tricher n'est pas vraiment une victoire. Ouais, ok. Mon plaisir, c'est de jouer avec des gens qui trichent pas à ce moment-là. Oui, mais là, c'est pour Voilà. ça que les tricheurs ne doivent pas se faire prendre. Parce que toi, tu as du plaisir, parce que tu penses que les gens trichent pas. Ceux qui trichent ont du plaisir parce qu'ils trichent et tout le monde est content. C'est ça le J'ai un plaisir de la triche. J'ai un Mais plaisir. j'imagine que. Ouais, excuse, vas-y. Non, j'ai juste dit, donc là, dans ta situation, j'ai un plaisir factice. Donc, toutes les choses que je suis en train de vivre sont trompées et faussées. Je vais laisser Sébastien y aller, puis après, je répondrai à cette question-là. En fait, moi, je vais aller dire aussi que probablement que toi, tu veux tricher avec du monde qui triche pas. C'est ça le but, n'est-ce pas? Ben, il y a toute une théorie sur laquelle comment est-ce qu'un tricheur doit gérer un autre tricheur. Ah, Mais ok. on n'aura pas le temps d'aller dans cette voie-là aujourd'hui parce que ça, on est vraiment dans la complexité extrême de triche par-dessus triche. Donc, qui a triché le mieux, qui a triché le plus. On revient à la base de la triche. C'est une première chronique et déjà, ça suscite beaucoup de problématiques. Donc, on va y aller doucement. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est éviter que les tricheurs se fassent prendre, ok? Là, j'ai oublié de vous dire une chose. Après cette chronique-là, vous ne pourrez plus jamais faire confiance à personne. Surtout pas à moi. Bon, avant que tu rentres vraiment dans les détails, dans les recoins obscurs de ta psyché de tricheur, là, euh, j'aimerais qu'on, rapidement, là, si on est capable, d'avoir une idée un peu plus claire de c'est quoi la triche. Parce que pour moi, la triche, c'est quelque chose de très dur à définir. Dans le sens où, est-ce que tricher, c'est aller concrètement et directement à l'encontre d'une règle qui a été écrite dans les règles? Est-ce que c'est exploiter une règle qui est là, mais qui ouvre la porte dans un flou et auquel tu peux utiliser? Est-ce que c'est appliquer quelque chose qui n'est pas spécifié dans les règles? Donc, vu que c'est pas spécifié, c'est pas vraiment de la triche à ce moment-là. Est-ce que c'est du rollback, juste retourner en arrière? Il n'y a pas de règle, aucune règle de jeu qui dit qu'on peut retourner en arrière, mais si tout le monde est d'accord, est-ce que c'est correct à ce moment-là? C'est genre, ah, j'ai fait ça, ah non, mais finalement, c'est pas ça que je voulais faire. Ben, Ou, c'est une bonne question. J'irai avec une réponse très claire, mais après ça, je vais te laisser continuer et les autres répondre à ça. Mais pour moi, la réponse la plus claire, c'est que tu veux pas te faire prendre à tricher. Fait que peu ok. importe ce qui est de la triche pour toi, là, si t'es en train de faire quelque chose puis tu dis j'aimerais pas ça que mon voisin le sache, je le dirai pas que je suis en train de faire ça, ben là t'es en train de tricher. Mais dans ce cas-là, des jeux de stratégie, diplomatie, tout ça, où tu fais une action qui est clairement légale et tout ça, mais tu veux pas que le voisin le remarque, c'est de la triche? Non, dans le sens que s'il le sait, il va arrêter de te parler parce qu'il est comme ça, t'as pas le droit de faire ça. Ok. Mais qu'est-ce que t'as pas le droit de faire exactement? Tu vois ce que je veux dire? Oui, ben en fait, oui, je vois très bien, mais après pour moi, ça reste, je vois la question, mais je trouve que c'est un peu de la branlette intellectuelle, dans le sens que profiter d'un loophole dans le jeu, tout le monde le sait que c'est pas de la triche. Faire quelque chose qui est pas écrit dans les règles, mais que c'est clair que t'as pas le droit de le faire, c'est de la triche. Pas respecter une règle, c'est tricher, bien entendu. Pour moi, la grosse différence dans la triche, il y a deux formes de vraie triche. Il y a celle qui est consciente et il y a celle qui est inconsciente. Donc, Ouais. tricher accidentellement parce que tu le sais pas, parce que tu pensais le faire de la bonne façon, c'est une forme de triche peut-être qui est moins répréhensible. Si tu t'en rends compte a posteriori et que tu te dis, ah ben je vais le taire, est-ce que c'est plus de la triche à ce moment-là? Ben là, tu commences à être dans le côté obscur de la force et tu marques des points. Ok. Je vais juste faire un mini crochet très très rapide avant de te laisser continuer. Moi, il y a quelque chose qui m'agace, c'est les jeux qui disent dans lesquels tu as le droit de tricher. Parce que c'est pas vrai, parce que la règle a dit que tu as le droit de faire cette action-là. Continue. C'est vrai que ça, c'est un bon point, effectivement. C'est toujours moins le fun de tricher quand t'as le droit de tricher.
Effectivement, d'ailleurs, on parlait d'Illuminati. Illuminati est un jeu qui dit clairement dans les règles qu'il y a une variante pour permettre la tricherie. Mais ils vont vraiment la définir. Ils vont dire, tu as le droit de contrevenir à toutes les règles qui sont écrites dans le livret, mais si tu te fais prendre, ben, tu as une pénalité. Ouais, à ce moment-là, est-ce que c'est une triche ou c'en est pas? Ben non, c'est pour les softs, ça, là. Ben, je laisserais peut-être quand même JF et Sébastien juste enchaîner brièvement sur la question que tu as posée. Donc, qu'est-ce que la triche? Moi, j'ai ma définition, elle est quand même assez arrêtée, mais ça veut pas dire que eux, ils sont dans le même état d'esprit que moi, là. Je pense que la triche, elle marche mieux dans le jeu de table que dans le jeu de rôle. Parce que là, on parlait de contrat social tantôt. Là, ça va vraiment décevoir tout le monde que t'as pas vraiment... T'as fait... En fait, ce qu'on voit souvent, c'est de tricher au dé. Là. Mais en même temps, c'est-tu si grave que ça dans le jeu de rôle? C'est l'histoire qui prime. Fait que là, il y a le principe aussi en jeu de rôle de fudger les dés qu'on appelle, le fameux écran du maître de jeu. Il y a même des règles formelles qui incitent le maître de jeu à tricher pour le bien commun, si on. Fait que là, c'est différent que dans ton cas à toi, parce que je partage quand même, je suis capable de comprendre il est où le sentiment d'euphorie, genre de réussir à gagner une partie en trichant. Je suis convaincu qu'il y a un truc intéressant là-dessus. Mais ça peut quand même entraîner des problèmes, notamment, ben, on le soulignait là, avec le fait que ben, là, c'est moins intéressant de gagner une partie pour les autres. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un facteur où est-ce qu'il y a juste la personne qui triche qui a vraiment du fun. Fait que là, il y a peut-être un rapport, peut-être, je sais pas, égoïste ou de droite là-dessus. Mais parce que je pense vraiment tricher là, dans ton oui, c'est voler de l'argent Monopoly, c'est avancer de points de victoire sans que personne ne le regarde, c'est payer quelque chose de moins cher parce que tout le monde fait son keep-up tout le temps. Je vois que tu connais quand même pas mal de trucs de base, c'est bien. Ce qui est le fun, c'est de gagner en étant comme j'ai été le plus wise que les autres, mais en trichant, j'ai aussi été plus wise que les autres, mais le mot wise est à définir. Fait que je me branle intellectuellement en ce moment. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais clairement, le jeu de rôle a d'autres préoccupations là, qui sont différentes. Ça c'est sûr. Ouais, ben pour le jeu de société, pour moi, tu sais, la triche, c'est assez simple. Un jeu de société, c'est conscrit par un ensemble de règles qui est dans le manuel de règlement du jeu. Oui, il y a des jeux là, qui sont un peu à la limite, puis qui sortent un peu de ce concept-là, puis qui sont à la limite disons, du jeu de rôle, tout comme ça, mais la majorité des jeux, la seule chose qui est vraie, c'est le role. La seule réalité, c'est celle-là. Puis pour moi, c'est important que tout le monde la respecte. Parce que ça fait partie, en fait, du contrat social. C'est le fait qu'on joue un jeu, mais on accepte de rentrer dans cet ensemble de règles et que tout le monde on respecte cet ensemble de règles. Donc, pour moi, c'est ça la triche, c'est de consciemment ne pas respecter une règle qu'on sait qui est pas légale ou bon qu'on sait consciemment qu'on ne peut faire. Fait que c'est ça qui inclut la triche. Puis la triche, ben malheureusement, oui, quand on se rend compte, ça brise un petit peu la magie créée par le jeu. Parce que c'est l'histoire, contrairement à un jeu de rôle, ben l'histoire, c'est pas ce qui prime dans le jeu de société, c'est dans le fond de maîtriser le système, de maîtriser l'ensemble des règles, puis de réussir le mieux possible dans cet ensemble de contraintes-là. Donc, si tu ne respectes pas l'ensemble de ces contraintes, ben ça brise un petit peu le contrat social et la raison pour laquelle même on joue à un jeu de société tout simplement. Bon, ben, ça fait le tour. Comme vous avez pu voir, je vais répondre à la question de Sylvain en même temps, qui était, ben là, si moi, mon plaisir, c'est de jouer sans tricher, puis que toi, ton plaisir, c'est de jouer en trichant, ça veut dire qu'à un certain point, je me fais flouer quelque part. Et là, JF qui nous dit, le plaisir, c'est de faire le mieux possible selon le système défini et tout ça. Vous voyez que ces gens-là sont là juste pour gagner. Ils sont pas là pour avoir du plaisir. Non, c'est trop pas vrai. C'est et... non, c'est une question rhétorique de ma part. C'était pas forcément... Donc maintenant, on va aller dans le vrai vif du sujet. Et vous voyez comment ces gens-là sont fragiles émotionnellement et à quel point c'est important de ne pas se faire attraper à tricher. C'est pas pour vous, c'est pour eux. Faites-le pour eux.
parce que là, s'ils se rendent compte que vous trichez, ils n'auront plus de plaisir. Donc, faites vraiment attention à pas vous faire prendre. Le premier truc pour mieux tricher, c'est de dire que tu triches. OK? Donc, moi, je dis maintenant, je triche au moins une fois par partie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas ça la question. La question, c'est que je le dis. Donc, si un jour je me fais pogner, ben là, ils pourront pas m'accuser de pas l'avoir dit. Donc, comme ça, je me prépare déjà d'avance à pas me faire expulser du groupe en leur disant « Ben là, je vous le disais que je trichais une fois par partie, je vais arrêter maintenant, vous m'avez pogné. » Donc, déjà, ça, c'est la première étape, commencer à le dire. Moi, mais c'était la 6e fois rendu là. T'es rendu à 6, 7, 8. Là. Ouais, là ça va moins bien. Là, ben, c'est ça, exact. Une fois par partie, c'est bon, tu sais. Au moins, les gens s'attendent à ce qu'ils peuvent te pogner à tricher. Puis là, t'es comme, ah, désolé, je vous l'avais dit. Donc, ça, c'est la première étape de le mentionner. Ensuite, l'autre chose qui est vraiment importante pour tricher, et là, vous allez voir, vous pensez que je vais vous donner des trucs révolutionnaires pour gagner des parties tout le temps. C'est pas ça. Tricher, c'est pas nécessairement facile. En fait, mon meilleur truc que je peux vous donner pour tricher, c'est de maîtriser parfaitement bien les règles du jeu. Donc, de les connaître sur le bout des doigts, de connaître toutes les petites variations, les petites choses qui peuvent être faites et ne pas faites. Comme on sait dans presque tous les domaines, il faut connaître les règles pour les briser, et c'est en les connaissant vraiment bien que vous allez pouvoir les briser intelligemment sans vous faire prendre. Et de l'autre côté, la meilleure chose, c'est que c'est encore plus facile, parce que la meilleure façon aussi de tricher, c'est de ne pas être bon dans un jeu, comme on l'a dit tantôt, la triche accidentelle. Vous connaissez le jeu parfaitement, mais vous faites semblant que non. Fait que là, dans le fond, vous faites des erreurs de débutant en jouant au jeu. Ah, je pensais que je pouvais prendre 2 d'or, ou ah, je pensais que je pouvais faire ça. Finalement, de temps en temps, vous faites pas, la plupart du temps, vous vous faites pas prendre. Mais si quelqu'un vous dit, hey, t'as pas le droit de faire ça, je dis, ah, je savais pas, désolé. Puis là, vous reprenez votre move. Donc, une fois de temps en temps, vous allez pouvoir placer une petite tricherie à gauche, à droite avec cette technique-là. Une autre technique très importante, et là il doit y avoir des gens qui commencent à trouver ça vraiment absurde parce qu'on est vraiment en train de donner des trucs pour tricher. Mais bon, un autre truc pour tricher bien, c'est de bouger beaucoup. Donc de toujours bouger, levez-vous debout, soyez exubérant dans vos mouvements, parlez fort, bougez beaucoup, parlez à vos voisins, faites plein d'affaires en même temps. Comme ça, c'est vraiment facile de glisser un petit mouvement à gauche, à droite quand vous faites plein de mouvements. Si vous êtes quelqu'un de très calme, qui bouge pas beaucoup, ça va être difficile de faire une triche sans vous faire voir. Si vous bougez tout le temps, vous êtes exubérant, c'est facile de placer un mouvement à gauche, à droite qui va vous permettre de faire en fait une manipulation qui va vous donner un avantage. Sinon, on va y aller maintenant pour des trucs plus spécifiques. Là. Donc ça, c'était les idées un peu générales. On va y aller maintenant pour des trucs très spécifiques dans... pas très spécifiques, mais pour certaines mécaniques de jeu, comment optimiser votre tricherie. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels on doit aller piger dans un sac ou quelque chose, un certain nombre d'éléments. Donc souvent, ça va être pige dans le sac 6 éléments. Pigez-en toujours un petit peu plus. Et si vous avez le temps, essayez de regarder ceux qui sont le plus utiles pour vous. Assurez-vous tout le temps de dire « Ah, j'en avais déjà un de trop », puis vous le remettez dans le sac après. Donc ça vous permet tout le temps, pas tout le temps, bien entendu, on revient à l'idée. L'idée, c'est pas de tricher systématiquement à chaque fois. Une fois de temps en temps, quand c'est accessible, quand ça donne bien. Donc, vous en pigez toujours un ou deux de plus de trop. Vous essayez de les regarder vite. Ah, celui-là, il est plus utile que celui-là. Vous remettez les autres dans le sac en disant tout le temps, bien entendu, « Ah, j'en avais pigé 2 de trop. » Donc ça, c'est toujours un bon truc pour les jeux de sac. Sinon, les jeux où les gens ont des mains de cartes, vous allez vous rendre compte à quel point les gens sont nonchalants avec leurs mains de cartes. Ils ont la main toute ouverte, ils montrent ça à tout le monde. Rendu là, c'est presque plus de la triche, hein, en fait, si tout le monde montre sa main. Mais assurez-vous toujours de dire aux gens « Cache ta main, cache ta main, cache ta main ». Comme ça, vous avez l'air du bon gars qui dit au monde de cacher leur main, mais en même temps, vous profitez de ces moments-là pour regarder dans la main de la personne. Et ça, mais ça, c'est limite de la triche, tu sais, parce que sinon, ça, c'est un de mes trucs favoris, en fait, et c'est un truc méconnu. Je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Et ça, c'est un truc, là, dans tous les jeux où il y a des pistes de scoring, ok? Tu sais, dans le fond, où tous les jetons sont à la même place sur une piste de scoring. Vous allez vous dire, ah, t'avances toujours d'un de plus. Ben non, êtes-vous fou, t'avances d'un de plus, tu vas te faire pogner, c'est sûr. Tu places ton jeton qui compte les points toujours plus près de la ligne du point suivant. Toujours un petit peu plus proche de la ligne du point suivant. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand les gens jouent, quand les gens bougent, ça fait vibrer un peu la table, ça fait vibrer un peu le board. Et ça fait que de temps en temps,
une fois ou deux par partie, votre pion va traverser la ligne de l'autre côté simplement par le fait qu'il y a de la friction, qu'il y a un peu de mouvement qui se passe. Bien entendu, ce truc-là est aussi valide dans l'autre sens. Quand vous bougez les pions d'un autre joueur parce que vous êtes gentil, je vais avancer tes pions ici. Mettez-le tout le temps sur la limite inférieure de la ligne et l'effet contraire risque de se produire aussi. Donc ça, c'est un truc, vraiment, j'adore ce truc-là. À Terraforming Mars, là, tu mets le petit cube juste un petit peu plus loin. Puis là, boum, emmené, tu vois qu'il a changé de place, tu dis rien, mais tu frétilles à l'intérieur. Un autre truc qui est assez connu, en fait... Pas fini encore! C'est presque terminé, en fait. Je t'en as d'autres, là, comme ça! Moi, je prends des notes, est-ce que c'est bon? Plus de raison de plus jouer avec toi, c'est ça? Ben, en fait, l'autre truc qui est vraiment connu, mais je vais vous montrer comment bien le faire, ok? On appelle ça le resource dumping. Ça, c'est quand je dois payer une carte ou quelque chose avec beaucoup de ressources d'une shot. Je les mets toutes dans ma main, puis je lance ça en plein milieu du jeu. Puis là, je dis, je paye 8 de bois, 4 d'argent, puis là, tu lances ça en plein centre dans la pile de ressources. C'est un truc un peu grossier, si on veut, parce que c'est vraiment facile de dissimuler des ressources. Souvent, les gens qui font ça, surveillez-les parce que c'est des tricheurs de bas étage. Mais... il y a toujours un moment dans la partie où vous pouvez faire du ressource dumping mineur. Il manque un de gold, et shit, il manque un de gold, tout le monde est occupé, floup, il manque un de gold, il manque plus de gold. Donc ça, c'est possible de le faire. Mais si vous faites cette technique-là, assurez-vous toujours, quand vous faites de la monnaie, ok, vous avez besoin de faire de la monnaie, vous montrez à votre voisin, regarde, je fais de la monnaie, j'ai 5 ici, j'en prends un. Et vous le faites directement sous le nez de la personne. Personne ne va s'attendre à ce que vous trichez par la suite si vous êtes aussi honnête pour montrer aux gens que vous faites de la monnaie. Donc ça, c'est encore une fois pour éviter les soupçons. Sinon, ben, c'est la fin, JF. On a presque terminé. Je vais terminer avec 2 jeux spécifiques dans lesquels il y a des tricheries phénoménales. En fait, Terraforming Mars, mon jeu préféré, mais aussi un des jeux les plus le fun et facile à tricher dedans parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent en même temps. Au moment où on fait le draft, ok, donc au moment où on reçoit les nouvelles cartes qu'on a, si vous faites un draft, vous pouvez juste le faire une fois, ce truc-là. C'est la première fois que vous recevez vos cartes. C'est que là, mettons, vous avez acheté une carte le tour d'avant ou vous avez pigé une carte gratuitement, mais elle était pas bonne pour vous. Fait que là, vous avez une carte qui est pas bonne dans votre main. On le sait à Terraforming Mars, si t'as une carte qui est pas bonne dans ta main, t'es presque sûr de perdre parce que t'as une carte de trop dans ta main. Mais là, quand tu reçois les nouvelles cartes, c'est tellement facile d'inverser les cartes de paquet. Donc, tu prends la carte que tu veux, tu la mets dans tes cartes de ta main, tu prends celle de ta main et tu la mets dans les cartes que tu es supposé d'acheter. Et là, tout bonnement, ben, tu passes ça à ton voisin pour le draft. Ça, c'est un truc, je vous le dis, ce truc-là, je le fais à chaque partie de Terraforming Mars et je me suis jamais fait prendre. Tout le monde est occupé pendant ce temps-là. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est le moment parfait pour faire ce truc-là. Sinon, probablement le jeu le plus fun à tricher. J'ai joué juste une fois à ce jeu-là, mais je me suis dit, en fait, je peux plus jouer à ce jeu-là parce que la seule chose que je fais, c'est tricher. Et ça, c'était risqué parce que je le disais tout le long. En plus, je disais, je fais juste tricher, mais c'est vraiment cool. C'est les charlatans de Belcastell. C'est un jeu avec des petits jetons que tu mets dans un sac, ok? Mais le sac, il est fait de telle façon que les côtés sont comme pointus. Fait que tu peux comme stuffer des jetons d'un côté du sac. Et c'est pas une triche qui est parfaite, tu sais, comme tu sais que à gauche t'as tes jetons blancs, à droite t'as les oranges puis les bleus, au centre t'as les autres, fait que de temps en temps tu vas piger celui que tu veux, de temps en temps tu vas pas piger celui que tu veux, mais tu réduis ton pourcentage, tu améliores en fait ton pourcentage d'efficacité dans la pige en faisant ce que j'appelle la gestion du sac. Et pour de vrai, pour moi, ce jeu-là, sans cet aspect-là, n'était pas très intéressant, mais à cause de ça, j'étais très très emballé par le jeu. Donc ça fait le tour de cette première chronique sur la triche. J'espère que vous avez appris des bons trucs et rappelez-vous de quelques petites choses très importantes. Ne vous faites jamais prendre, faites la triche avec confiance et une victoire sans tricher n'est pas vraiment une victoire. Ça pourrait être un podcast au grand complet, ça là. T'as une veine, genre chaque jour, chaque semaine, on vous montre comment tricher à tel jeu. Oh shit, ça me donne le goût, là. Ça me donne le goût, ça m'excite. Mais ça recoupe le sujet aussi du jeu en ligne. C'est beaucoup plus difficile de tricher en ligne, malheureusement. Effectivement, sur Board Game Arena, c'est d'ailleurs impossible de tricher. Mm-hmm. Donc, oui, non, là, ça dépend si tu joues coop, ça peut se faire parce que comme à Nabi, par exemple, tu peux communiquer de l'information. Là.
Oh, Mais- et là, Sylvain, qui était le cœur pur de l'histoire, finalement, nous lance Deux ses comptes. meilleurs. Ah ouais. J'avais toute une partie sur les jeux coopératifs, mais je l'ai pas abordé parce que je me disais ça c'est d'un autre un autre type de tricherie, mais c'est parfait pour le ludologue. J'ai jamais dit que j'étais un cœur pur ou que j'étais en faveur de la triche, c'est qu'il faut qu'on arrive à définir ce qu'est la triche. Parce que moi, ce que je comprends, la finalité de ton truc, c'est le plaisir de pas te faire prendre. Ben non, mais c'est le plaisir de gagner en trichant, mais ne Pas pas seulement se de gagner faire... en trichant, c'est juste d'avoir fait une action que tu as réussi à faire, puis que tu fais comme, hey, j'ai réussi à faire ça, puis ils l'ont pas vu. Ben, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'attrait là-dedans. D'ailleurs, j'ai une section complète sur le sleight of hand. Je sais pas trop, Le vol à la tire. le vol à la tire, donc la manipulation de cartes. Tu sais, prendre la carte dans le dessous du paquet puis l'amener sur le dessus du paquet et vice-versa, c'est vraiment important dans des jeux où on brasse souvent les cartes. J'entrerai pas dans les détails, je voulais me garder de la matière pour les autres fois, mais moi j'ai appris quelques techniques de brassage de cartes exactement pour ces situations-là. Donc, tu vois la carte du dessous du paquet, tu es en train de jouer à un draft, et j'aimerais bien ça la piger au prochain tour. Flap, flap, tu brasses ça et sur le dessus du paquet. Ah, la première carte que je pige, c'est celle-là. Quel hasard. Mais encore là, c'est toujours circonstanciel parce que tu regardes dans tout ton paquet discrètement. Si c'est la bonne carte, tu fais le truc. Donc, c'est toujours une façon de bien doser les choses. C'est cool aussi, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que tous ces principes-là, ça s'applique aussi aux relations amoureuses et à l'adultère. Ben, on s'entend que moi, je reviens au fait, je reviens au fait que les jeux, Écoute, Erika, hein? les jeux c'est sont quoi, faits pour se pratiquer à la vraie vie. Ah oui! Oh my god! Là, on Oh parle my pas God. nécessairement de tricher sur l'amour, là. On parle d'être habile dans la façon dont on va se comporter face à certaines situations. OK. Je peux pas Ok. croire qu'on a parlé de ça. Je peux pas croire. Ok, C'est un c'est fini, là? c'est Rap, là, c'est le temps, là, ça fait 10 minutes, là. ouais, mais c'était un sujet quand même Ah vaste non, je comprends. qui avait beaucoup de choses à dire là-dessus. C'était difficile de simplement là, s'arrêter là. Mais oui, ça fait le tour de la chronique. Ça fait aussi le tour de notre deuxième épisode confiné. Sur ce, Sylvain, Seb, encore une fois, un énorme merci pour votre participation à cet épisode-là. Toujours le fun. Merci beaucoup. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, pour un autre spécial confinement. JF, on a-tu des Yes. petites annonces à faire pour la fin? Comme à l'habitude, suivez-nous sur Facebook, Instagram et on a un Patreon, vous nous encouragez. Ben oui, un Patreon, absolument. Et comme à l'habitude, et jusqu'à ce que le confinement volontaire se termine, nous allons être sur Twitch à expérimenter avec le médium du jeu analogique dans un modèle de streaming virtuel. Donc, c'est à suivre. On continue nos expérimentations à ce niveau-là. Alors, je vous dis tous à la semaine prochaine. Ciao!